Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, la ronde des 5 ministres en accusation devant la Haute Cour de justice démarre ce lundi. Ndessa Ly Diop ouvre le bal avait suivi de Moustapha Diop le 22 mai prochain. Mansour Faye, pour sa part, est attendu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Ce sera pour le 26 mai prochain. Et puis, réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le professeur Sidi Alfiaï, ministre conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint du président Bassirou Diomaye Faye, a confirmé que le chef de l'État reste à la tête de l'institution, cette dernière qui devrait d'ailleurs connaître une réforme majeure très prochainement. Et enfin, participation au dialogue national. Amadou Ba a pris sa décision avec son parti. La nouvelle responsabilité, il sera de la partie. Néanmoins, il plaide pour un débat élargi. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. La machine judiciaire s'emballe donc contre les anciens ministres visés pour des faits de concussion par le parquet général. Ndessa Ly Diop, dont la comparution est prévue aujourd'hui, va être la première donc à comparaître devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. L'ancien ministre de la Femme est poursuivi pour 52 millions dans le dossier Covid-19. Idem pour Moustapha Diop qui est convoqué le 22 mai prochain. Mansour Faye, pour sa part, est attendu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice le 26 mai. Mansour Faye est poursuivi pour surfacturation de plus de 2 milliards de francs CFA pour une commande de riz concernant les fonds force Covid-19. Et puis nous l'annoncions dans les titres, Conseil supérieur de la magistrature. C'est désormais clair que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, reste à la tête de l'institution. Une annonce faite par son conseiller juridique, le professeur Sidi Alfandiaï. Une annonce qui va remettre en cause une promesse électorale pour les tenants du pouvoir. Le ministre directeur de cabinet adjoint confirme aussi que le Conseil supérieur de la magistrature connaîtra des mutations et deviendra le Conseil supérieur de la justice avec une large ouverture à la société civile. Une réaction, bien sûr, sur laquelle nous reviendrons très prochainement. En attendant, nous parlons de dialogue national. Amadou Ba et son parti, la nouvelle responsabilité, se rendent de la partie. Dans un communiqué, le parti de l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la dernière présidentielle parle d'une décision mûrement réfléchie. La nouvelle responsabilité propose donc d'élargir les termes du débat à des questions économiques et sociales d'intérêt national, notamment de la dette publique, de la maîtrise du déficit budgétaire, de l'équité fiscale, de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, des dynamiques migratoires, du développement durable, du pouvoir d'achat et de la cherté de la vie, ainsi que de la préservation des libertés fondamentales tant individuelles que collectives. Dialogue national, toujours une autre confirmation, celle de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. Le parti dirigé par Abdoul Mbaye entend jouer pleinement son rôle d'opposition constructive en apportant 23 propositions sur des questions majeures, entre autres la réforme des institutions, mais également la moralisation de la vie politique. L'Alliance pour la citoyenneté et le travail est l'un des partis politiques qui ont répondu favorable à l'appel au dialogue du président Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué rendu public, le bureau politique du parti a fait part de sa volonté de participer à la rencontre du 28 mai. Une décision mûrement réfléchie et motivée par un esprit d'ouverture et de responsabilité républicaine. Cette participation va faire entendre la voix d'une opposition constructive, force de proposition et soucieuse de l'intérêt général. Pour sa contribution, l'acte a transmis 23 propositions et recommandations portant notamment sur la réforme des institutions et la séparation des pouvoirs, l'équité du système électoral, la transparence de la vie publique ou encore le financement des partis politiques. L'Alliance pour la citoyenneté et le travail se veut clair. Il s'agit d'une participation à un dialogue sincère garantissant la transparence et l'inclusivité. L'acte exclut donc toute diversion et plaide pour une refondation de la vérité. Sur un tout autre registre à présent, les habitants du quartier Arfat de Grenoble sont très en colère. Ils cohabitent avec des eaux usées depuis une semaine maintenant à cause d'une défaillance survenue dans le système d'assainissement de la localité. Les désagréments sont importants. Les enfants ne vont plus à l'école en raison de cet état d'insalubrité. Des familles utilisent même des récipients pour aller aux toilettes. Ils menacent d'organiser une marche si les autorités ne réagissent pas. Le décor est intact.
La saleté à son comble. Une odeur pestilentielle insoutenable agresse l'odorat dès qu'on pénètre dans le ruelle du quartier Arafat dans la commune de Grand Yoff. À l'origine de ces situations infâmes, un refoulement du système d'évacuation d'eaux usées. Les eaux usées ont envahi nos maisons. Nous cuisinons dans les eaux. Nous n'avons pas pris de bain depuis des jours. Même pour aller aux toilettes, on utilise des récipients. Le temps semble figé pour ces personnes. En raison de la remontée des eaux usées, elles ont arrêté toutes leurs activités. Les enfants ne vont plus à l'école depuis une semaine. Les examens de fin d'année approchent, mais les enfants ne sont pas en mesure d'aller à l'école. À cause des eaux usées, ils ne parviennent même pas à réviser leurs leçons. L'Office national de l'assainissement du Sénégal est déjà intervenu, mais sans succès. Parce que les fonds du problème... L'ONAS nous envoie à chaque fois des sous-traitants qui ne sont jamais parvenus à résoudre le problème. Je sais très bien de quoi je parle. La preuve, ils sont venus à plusieurs reprises, inutilement. Ils en veulent à leur maire qui, d'après eux, n'est toujours pas venu pour s'enquérir de leur situation. Le maire habite près de la mosquée. Les eaux usées passent derrière sa maison. Il n'est jamais venu nous voir, encore moins nous envoyer de l'aide pour nous soutenir dans ces moments difficiles. Je n'ai pas peur de le dire. Madiop, c'est à toi de régler ce problème. Il menace d'organiser une manifestation. Si la situation perdure, nous organiserons une marche au cours de laquelle nous bloquerons la route la plus passante de la commune. Nous demandons au ministère Tidiane Dièye de faire une intervention rapide, efficace pour ce problème-là. Il s'agit d'une urgence en termes d'hygiène. Cet état d'insalubrité met en péril leur santé, notamment celle des tout-petits. Pendant ce temps, le non-renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne offre une opportunité stratégique pour résoudre la problématique de la cherté des produits halieutiques, tout en soutenant le développement de l'industrie de transformation locale. À Soumbédioune, par exemple, les pêcheurs se disent écœurés de la situation qu'ils vivent depuis peu difficile de trouver la ressource en mer. Ils appellent à ce propos l'État du Sénégal à davantage durcir les mesures. Sous le décor de ces pirogues très bien alignées se cache une certaine amertume qui ronge les pêcheurs de Soumbédioune. Pas assez de pêcheurs à cette heure de la journée, l'activité ne nourrit plus son homme. Depuis un certain temps, la mer semble être violemment agressée au regard impuissant de ses acteurs. Même pas un an. À l'époque, on pouvait acheter un matériel et au bout de quelques mois, on pouvait récupérer tout ce qu'on avait dépensé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les gouvernants doivent d'abord prendre des mesures d'accompagnement avant d'interdire quoi que ce soit. Mais ils prennent des décisions sans rien faire en retour. La surpêche ainsi que la pêche illégale provoquent une forte diminution des quantités de poissons. Ces pêcheurs reviennent ces derniers temps les mains vides, aucune possibilité de retrouver la ressource pour des raisons multiples. Nous les pêcheurs, nous sommes aussi responsables de cette situation. Chacun fait ce qu'il arrange. On n'a qu'une seule saison et c'est la saison pluie. À part cela, on peut rester plus de 6 mois sans aller en mer. La capture, le transport, la vente, la mise en vente, encore l'achat des poissons a été interdit. Les pêcheurs invitent les autorités à plus de rigueur et de vigilance. Les bateaux sont toujours présents en mer et il sera difficile de les interdire parce qu'ils font entrer beaucoup d'argent. Ça sera encore plus difficile parce qu'ils ont arrêté les contrats européens. Mais les Chinois sont toujours là. La fin de ces accords de pêche pourrait permettre de réduire significativement les coûts des produits halieutiques au Sénégal en favorisant l'implantation d'unités de transformation locale.
Et sur ce, à l'heure où les crises économiques ravivent les inégalités, 2 économistes sénégalais proposent de revisiter les fondements de l'économie à la lumière du Coran. Dans leurs ouvrages coécrits, Babacar Gueye et Ousseynou Ndoye défendent une vision éthique et solidaire en rupture avec les pratiques qui existent de nos jours. Un appel à replacer l'humain et la justice au cœur de l'activité économique. Les principes économiques à la lumière du Saint-Coran, c'est le titre d'un ouvrage récemment publié par Babacar Gueye et Ousseynou Ndoye, 2 économistes statisticiens de formation. Ensemble, ils proposent une réflexion novatrice sur l'économie qu'ils ne considèrent plus simplement comme un outil de production de richesse, mais comme un levier pour construire des sociétés plus équitables. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez vous le constater, on est dans un monde avec beaucoup de crises et il est important aujourd'hui pour tous les peuples quand même de revenir aux principes fondamentaux que sont l'éthique, que sont la justice, l'équité, aujourd'hui qui sont des principes qui sont prônés au niveau de toutes les... S'appuyant sur les enseignements du Saint-Coran, les auteurs plaident pour une économie guidée par des valeurs spirituelles, le partage équitable des ressources, la justice sociale et le respect de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, on parle de la zakat, qui fait partie des piliers de l'islam. Mais Dieu ne nous demande pas seulement de cotiser pour la zakat, mais au-delà de cela, il y a également le système de partage de cette zakat-là. Et ça dénote d'un principe de redistribution des pièces. Présent à la cérémonie de dédicace, Cheikh Omar Diagne, ancien directeur des moyens généraux à la présidence de la République, a salué le choix du temps. Il a insisté sur la nécessité, selon lui, de rompre avec les modèles économiques non inspirés de l'islam. Nous bunkériser l'islam dans ce pays. Ce n'est pas seulement dans l'économie, comme nous construisons au territoire, mais c'est dans tous les compartiments de la société. À commencer par le droit et la justice. Et l'islam, pourtant, a une dimension et une vision judiciaire et juridique beaucoup complète bien xamné ñemena wax ni suñu code pénal actuel bu ñu am genn walu article yi mu ngi jugé ci code ci islam. En publiant ce livre, Babacar Gueye et Ousseynou Ndoye nourrissent l'espoir de provoquer une prise de conscience collective. Ils souhaitent que leur contribution participe à un changement de paradigme où la quête de justice et de fraternité primerait sur la simple recherche du profit. La question de la modernisation de la prison des maîtres coraniques établis à Kaolack dans des actes concrets. Par ailleurs, ils déplorent la mendicité des enfants qui, d'après eux, nuisent à la réputation de l'enseignement coranique. Ce n'est pas bien l'image que véhiculent des maîtres coraniques. Ces derniers laissent les enfants traîner dans les rues, dans les garages, les marchés, rien que pour manger. C'est aux maîtres coraniques de lutter contre ce fléau. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Il faut retenir les enfants, doter de moyens, mais aussi les former. Et c'est ce que veut le ministre de l'Éducation. Oui, nous sommes tout à fait d'accord avec l'approche du ministre. Laisser les enfants errer dans la rue, ce n'est pas normal. Il est idoine de les former. En tout cas, nous, c'est notre credo, parce que les enfants qui sont avec nous, nous les formons dans le domaine du carrelage, la menuiserie, entre autres. Certains sont des tailleurs. Il faut les former, parce que demain, après l'enseignement coranique, ces enfants auront un métier. Dans le monde sportif, à présent avec ce deuil, Fadiouf Ndiaye repose désormais au cimetière de Ouakam. Son enterrement a eu lieu hier en présence de toute la famille du football. L'ancien capitaine de l'Union sportive de Ouakam est décédé en plein match samedi dernier, revenant sur les moments forts de cet enterrement avec Matar Bari. Fadiouf Ndiaye repose désormais au cimetière musulman de Ouakam. Le capitaine de l'Union sportive de Ouakam, décédé ce samedi des suites d'un malaise, a reçu les anges de la nation, notamment du monde du football. Et c'est aussi un grand moment de retrouvailles de la famille sportive. Je constate la grande solidarité de la famille sportive. Vous avez vu le moment qu'il y a eu. De mémoire de Ouakama, tous les Ouakama l'ont dit. Ils n'ont jamais autant de monde. C'est aussi ça le sport, c'est aussi ça le football. Cette mort subie effectivement sur le terrain, c'est difficile à avoir, c'est difficile également aussi à comprendre. Et surtout pour les jeunes avec qui il était sur le terrain. Sa disparition laisse un grand vide, une perte immense, autant pour sa famille que pour ses amis. Fadiour, on avait une relation spéciale. C'était un digne fils de Ouakam qu'on vient de perdre. Aujourd'hui, tout le Sénégal est là. Toutes les équipes du Sénégal sont là. La fédération est là, la Ligue sénégalaise de football, tout le monde est là. Ce qu'on appelle Ngor, Yar et Djom, Fadiour était tout réuni. Vraiment, c'était
C'était un digne fils de Wakam, quoi, si je puis dire. Sportif dans l'âme, capitaine exemplaire, Fadjour Ndiaye a fièrement porté les couleurs de son club jusqu'à son dernier souffle. Je dirais que c'est un engagement pour ce club. Fadjour était un joueur engagé. En tant que capitaine de l'équipe, il venait toujours le premier à l'entraînement. Il était une source d'inspiration pour ses coéquipiers. Homme généreux et respecté, il n'a cessé de partager son expérience et d'encadrer les plus jeunes. Tout ce qu'il a eu, il l'a partagé avec sa famille. Il était un homme généreux et respectait beaucoup la religion. Fadjour était un bon ami, le capitaine de notre équipe. Nous prions pour le repos de son âme. Son ultime rêve était de rejoindre un club à l'étranger. Un rêve brutalement brisé par un malaise qu'il a finalement emporté. La Fédération sénégalaise de football regrette le décès de Fadjour Ndiaye intervenu à la suite d'un malaise. Abdoulaye Seydou Sow, qui est le vice-président, reconnaît les défaillances sur la prise en charge de la santé des joueurs lors des matchs de championnat. Il promet que des corrections seront apportées pour que de pareils drames ne se reproduisent plus. Ce sont des moments aussi d'arrêt, de réflexion, d'analyse profonde. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout n'est pas rose, il faut le constater, mais il faut faire le point, diagnostiquer, voir ce qui ne va pas, essayer d'améliorer. C'est comme ça la vie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées dans le football sénégalais depuis 2009. Aujourd'hui, il faut continuer, il faut regarder, il ne faut pas se voiler la face. Et ça, il y a des responsabilités de les situer. Et puis, pour que sa mémoire soit sauve, il faut qu'on en tire toutes les conséquences, qu'on regarde là où il y a des défaillances et les corriger. C'est ça, bien entendu. On aura pris toutes les dispositions. Celle de rappel à Dieu, l'heure de rappel à Dieu, quand elle arrivera, elle va passer outre sur toutes les dispositions. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons être vigilants, que nous devons être attentifs et tirer les leçons de ce drame qui vient de frapper le football sénégalais. Sport toujours, Cannes U20, les rideaux sont tombés sur la 24e édition. L'Afrique du Sud a été sacrée en battant le Maroc en finale. C'est Gomolemo Kekana qui a inscrit le but de la victoire à la 70e minute, d'abord refusé pour une position. Le but a finalement été accordé après consultation de la VAR. Il s'agit du premier trophée de l'Afrique du Sud dans cette catégorie. Une belle revanche sur le Maroc qui l'avait battu en finale en 1997. C'est une immense déception pour le Maroc qui rêvait d'un doublé après le sacre chez les moins de 17 ans. Plus tôt dans la journée, le Nigeria avait arraché la 3e place en battant l'Égypte, pays hôte, à l'issue d'une séance de tir au but maîtrisée. On termine avec l'actualité à l'international. Un calme précaire dans les rues de Tripoli. La capitale libyenne a été le théâtre le 12 mai d'affrontements les plus violents depuis des années. Pour tenter d'inverser la tendance, la mission d'appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont mis en place un comité de trêve à Gaza. Pendant ce temps, l'armée israélienne a appelé les habitants de la bande de Gaza à évacuer divers secteurs du sud des territoires palestiniens. Un calme précaire dans les rues de Tripoli, la capitale libyenne, a été le théâtre le 12 mai d'affrontements des plus violents depuis des années. Une crise entre la 444e brigade d'infanterie et les dispositifs de soutien à la stabilité de groupes armés proches des autorités de Tripoli, faisant au moins 8 morts parmi les civils selon l'ONU, des heurts consécutifs à l'assassinat d'Abdul Ghani Kiki, chef du dispositif de soutien à la stabilisation. Pour tenter d'inverser la tendance, la mission d'appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont mis en place un comité de trêve. Il s'agit de pérenniser le cessez-le-feu du 14 mai et protéger les civils, alors que le premier ministre du gouvernement de Tripoli est contesté par des manifestants qui ont descendu dans la rue la semaine dernière. Faisant fi de la contestation, Abdelhamid Deiban a promis d'œuvrer pour libérer la Libye de la corruption et des milices. Il a appelé dans la foulée les groupes armés à rejoindre les institutions de l'État. Ce lundi, l'armée israélienne a appelé les habitants de la bande de Gaza à évacuer divers secteurs du sud du territoire palestinien en plein regain d'offensive militaire. De son côté, le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est alarmé du risque de famine qui augmente dans la bande de Gaza où, selon lui, 2 millions de personnes affamées. Le risque de famine à Gaza augmente avec la rétention délibérée de l'aide humanitaire, y compris de nourriture, dans le cadre du blocus en cours, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom.
Ce dernier s'exprimait en marge de la réunion annuelle des États membres de l'organisation à Genève. Pour rappel, depuis 80 jours, Israël interdit l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce lundi font état du début des auditions devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Direct News écrit que le compte à rebours commence pour les premières auditions prévues ce lundi avec Ndaye Saly Diop Dieng. Source A, lui, indique que c'est jour de vérité pour Ndaye Saly Diop. Elle est au banc des accusés pour 52 millions de francs CFA. Elle a été mouillée par son ex-d'âge. L'observateur parle de Tahirou Sarr et la décision qui relance tout. Sur le journal, le juge a autorisé un livre foncier du Rufisque de 3 hypothèques de conservation au profit de l'État du Sénégal. Au titre de cautionnement, il s'agit d'un immeuble objet TF numéro 110Q évalué à 13 milliards, un autre évalué à 5 milliards. Ni le ministre de la Justice ni l'agent judiciaire de l'État ont attaqué l'ordre dans les délais légaux. Tahirou Sarr introduit une nouvelle demande de liberté provisoire. Les Échos fait état de l'offre de cautionnement dans les deux procédures où il a été cité. Sur le journal, la chambre d'accusation donne raison à Tahirou Sarr et se dit d'accord sur tout avec Tahirou Sarr. Dans les Échos, c'est Sonko qui récolte une volée de bois vert suite à son déplacement au Burkina Faso. Selon Bougane Gueye, cet alignement farfelu du Sénégal derrière les jantes. Le professeur Babacar Gueye lui estime que c'est une grosse erreur. Maître Amadou Ali Kane lui se dit gêné de voir un général face à un capitaine qui a acquis le pouvoir par la force. Dans là, c'est Bougane qui monte au créneau étant Sonko. Le peuple quotidien lui semble monter au créneau pour dénoncer l'achat de véhicules aux députés par l'Assemblée nationale. L'acte de parjure de Pastef, titre le journal, qui rappelle la déclaration faite par le Pastef en état dans l'opposition par rapport à cette question. Concernant la participation au dialogue, Sud Quotidien parle de oui, mais de l'opposition. La main tendue de Bassirou Diomaye Faye à un dialogue autour du système politique est partie pour passer par tous les États, alors que des appels au boycott du dialogue sont enclenchés au niveau de certaines formations politiques comme l'APR. D'autres parties de l'opposition se disent partant pour une participation responsable, quoique sous condition. Selon le quotidien, le boycott ne sera pas respecté par tous les partis de l'opposition. La nouvelle responsabilité, le PIT, Acte d'Abdoul Mbaye, entre autres, ont décidé de participer au dialogue national prévu le 28 mai, tout sauf l'APR et Thierno Alassane Sall, titre le journal. Walf Quotidien qui donne des nouvelles de Anta Babacar Ngom qui rompt avec les alliés. Anta Babacar lâche le FDR, titre le journal Walf Quotidien. Même son de cloche dans Réumi Quotidien qui note que Anta claque la porte. Enquête lui consacre un large dossier sur la préparative de la Tabaski avec la psychose du mouton. À 17 jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir, acheteurs et vendeurs vivent un grand stress sur le journal. Outre le stress, la tristesse. Tribune Sport indique que le capitaine Fadiouf Ndiaye décède de suite à un malaise à la mi-temps. Il a été inhumé hier. Record lui fait savoir que le Jaraaf dépose une évocation contre Bulder FC. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.